croissance pour le prochain trimestre. Il cliqua sur sa télécommande, et comme vous pouvez le voir sur ce graphique. Mais ce ne fut pas un graphique qui s'afficha sur l'écran géant. Ce fut une image grossièrement retouchée. On y voyait le président Jean-Yves, souriant, avec, collé à côté de lui, le visage triomphant de Jean-Claude Convenant. Le détourage était si mauvais qu'on aurait dit que la tête de Jean-Claude avait été découpée dans un magazine avec des ciseaux d'enfant. Un silence de mort tomba sur la salle. Jean-Guy restait figé, la bouche ouverte, la télécommande à la main. Le président, réveillé en sursaut, plissa les yeux pour mieux voir l'abomination projetée en format 3 mètres par 4. Au même instant, un bruit de chaos éclata dans le couloir. Des aboiements, des cris, le fracas d'un chariot de ménage qui se renverse. La double porte de la salle de conférence s'ouvrit à la volée. Pitié fit une entrée fracassante. Le chien, ayant manifestement cuvé les somnifères, avait réussi à s'échapper de la voiture d'André sur le parking. Il était de retour et il était en pleine forme. Il poursuivait Vince qui, tentant de quitter discrètement le bureau pour la nuit avec son sac de couchage sous le bras, était devenu sa nouvelle proie. La scène fut surréaliste. Vince, hurlant de terreur, slalomant entre les chaises, son sac de couchage se déroulant derrière lui comme une traîne de mariée absurde. Pitié, dans une joie féroce, lui mordit les talons. Le chien fit un virage serré, percuta le pupitre, envoyant les notes de Jean-Guy voler en l'air. Il sauta ensuite sur la table du buffet, dévorant en quelques secondes le plateau de petits fours destiné aux clients. Le clou du spectacle fut pour le président. Pitié, ayant terminé son festin, trottina jusqu'à Jean-Yves, renifla son pantalon de costume à 2000 € et, avec une simplicité déconcertante, leva la patte. Chapitre 14. Le dénouement. L'après fut un champ de ruines. Les clients suisses, après un moment de stupeur, s'étaient levés comme un seul homme et avaient quitté la salle sans un mot, enjambant avec soin la flaque laissée sur le pantalon du président. Jean-Yves, tremblant de rage, était écarlate. Jean-Guy, lui, était d'une pâleur de cire, catatonique, fixant l'écran où la photo truquée de Jean-Claude continuait de s'afficher, tel un monument à l'incompétence. Quand la parole revint, ce fut sous la forme d'une éruption volcanique. « Que est-ce que c'est que ce bordel ?» rugit le président. Ce fut le signal d'une séance de règlement de compte d'une violence inouïe. Chacun cherchait un coupable, un bouc émissaire pour détourner le feu de lui-même. « C'est la faute de l'informatique !» cria Jean-Claude, qui avait été convoqué sur les lieux du crime. « Leur serveur a dû mélanger les fichiers. C'est à cause de leur virus. »« C'est l'antenne !» hurla Hervé, qui avait accouru au son du chaos. « Les ondes électromagnétiques ont interféré avec le projecteur et ont rendu le chien fou. C'est scientifiquement prouvé. C'est de votre faute à tous !» sanglota Jean-Guy, retrouvant enfin l'usage de la parole. « Vous êtes une bande d'incapables, de saboteurs !» Le président, excédé, tapa du poing sur la table. « Déos! Tous déos! » La journée se termina dans une atmosphère de défaite totale. Rien ne fut résolu. La véritable origine de la panne de réseau resta un mystère. Jean-Claude ne fut pas renvoyé, car malgré sa stupidité, il restait le meilleur vendeur de la boîte. Hervé ne fut pas sanctionné, car s'attaquer au délégué syndical aurait déclenché une guerre qu'aucun dirigeant ne voulait mener. Vince, profitant de la confusion, s'était éclipsé et personne ne remarqua son absence. Pitié avait été capturé par un agent de sécurité et remis à un André confus qui ne comprenait pas pourquoi son chien était soudainement devenu une persona non grata. La journée de chien s'achevait, non pas sur une résolution, mais sur un constat d'échec collectif, un soupir las et résigné. Chapitre 15. Un autre jour, un autre chien, le lendemain matin, 8h55. La machine à café gargouillait son chant funèbre habituel. L'odeur de désespoir ranci était revenue, comme si elle n'était jamais partie. Une normalité fragile, presque irréelle, s'était réinstallée. Jean-Claude était au téléphone, sa voix mielleuse tentant de rattraper les clients suisses. « Mais non, Monsieur Schmidt, c'était un happening! » Une performance artistique pour illustrer notre capacité à gérer l'imprévu. Hervé distribuait de nouveaux tracts. Le titre était « Le Coaching 2 », non à la violence psychologique en entreprise. Vince, qui avait passé la nuit dans une station de métro, était revenu. Il était de nouveau dans les toilettes du fond, enroulé dans son sac de couchage, ayant conclu qu'un enfer familier valait mieux qu'un paradis inconnu. La porte de l'étage s'ouvrit. Une jeune femme, nouvelle intérimaire, entra timidement. Elle se dirigea vers la machine à café où se tenaient Jean-Claude et Hervé. « Bonjour,
dit-elle avec un sourire nerveux. Je suis la nouvelle, Sophie. Excusez-moi, je suis un peu en retard. J'ai eu une urgence ce matin. J'ai dû emmener mon animal de compagnie avec moi. J'espère que ça ne dérange pas. Avant que quiconque puisse répondre, elle ouvrit son sac à main. Une minuscule tête, avec des yeux globuleux et des oreilles de chauve-souris, en sortit. Un chihuahua. Il fixa les deux hommes et laissa échapper une série de jappements aigus et perçants qui résonnèrent dans le silence de l'open space. Jean-Claude et Hervé se regardèrent. Leurs visages, marqués par les épreuves de la veille, se décomposèrent. Un regard de pur, d'infini, d'absolue terreur. Le cycle infernal était sur le point de recommencer. Fin, café, cacao et crise de nerfs. Partie 1. Lundi. La théorie du chaos. Chapitre 1. L'aube d'une semaine ordinaire. Le lundi matin avait une odeur. Ce n'était pas l'arôme prometteur du café fraîchement moulu ou le parfum subtil du papier propre, attendant d'être souillé par des projets ambitieux. Non. Le lundi matin, dans les bureaux de Geogène Corporation, au 7e étage d'une tour de la Défense qui aspirait à la grandeur sans jamais y parvenir, sentait le plastique chaud, la poussière de moquette et le désespoir latte. C'était une odeur beige, la couleur officielle de l'ennui corporatif au tournant du millénaire. Le cœur battant, ou plutôt le gargouillis intermite de cet écosystème était la machine à café. Un monolithe de plastique ivoire, aussi capricieux qu'un dieu antique, qui distribuait un liquide sombre et amer que l'on qualifiait de café par pure convention sociale. C'était autour de ce totem que la vie de l'entreprise se jouait vraiment, loin des salles de réunion aseptisées et des mémos internes rédigés dans une langue de bois si dense qu'on aurait pu y tailler des meubles. C'était le théâtre des alliances fragiles, des trahisons murmurées et des humiliations publiques. Ce matin-là, Hervé Dumont était le premier sur les lieux, comme un prêtre officiant devant un autel déserté. Il fixait sa tasse en carton comme si elle contenait les réponses aux grandes questions existentielles, ou du moins la réponse à la question « Pourquoi est-ce que je reviens ici chaque semaine ?» Hervé était un homme dont le cynisme était si profondément ancré qu'il en était devenu une seconde nature, une sorte d'organe interne supplémentaire qui filtrait toute joie potentielle. Il portait un pullover marron qui semblait avoir abandonné tout espoir, tout comme son propriétaire. Le bourdonnement des néons au-dessus de sa tête était la bande-son de sa vie intérieure. Le silence relatif fut brisé par l'arrivée de Jean-Claude Convenant. Si Hervé était l'incarnation du spleen, Jean-Claude était celle de l'enthousiasme mal placé. Il entra dans l'espace café avec l'assurance d'un inventeur sur le point de dévoiler une machine à voyager dans le temps, alors qu'il tenait simplement un Tupperware. Il portait une chemise à manches courtes d'un bleu que l'on pourrait qualifier d'optimiste, ce qui, aux yeux d'Hervé, était un crime de goût impardonnable. « Salut la compagnie !» lança Jean-Claude, un sourire béat illuminant son visage. Hervé ne leva pas les yeux de sa tasse. « La compagnie te salue en retour, Jean-Claude. Elle espère que tu as passé un week-end aussi productif que futile. » Jean-Claude ignora le sarcasme, une compétence qu'il avait développée à un niveau olympique. « Productif, mon cher Hervé, tu n'imagines pas à quel point j'ai révolutionné le concept même du bricolage dominical. Un truc de ouf! » L'espace de travail qui les entourait était un monument à l'inefficacité organisée. Un open space qui n'avait d'ouvert que le nom, fragmenté par des cloisons basses en tissu grisâtre, qui n'offrait ni intimité ni silence, mais garantissait que les éternuements de Sylvain de la Compta deviennent une expérience collective. Sur chaque bureau trônait un ordinateur personnel, une tour beige massive flanquée d'un moniteur CRT tout aussi imposant, qui émettait une douce chaleur et un vrombissement constant. De temps à autre, un son strident et extraterrestre s'élevait d'un coin oublié du bureau, le chant d'amour d'un modem 56K se connectant à un Internet encore balbutiant, principalement utilisé pour consulter des blagues sur Caramel ou vérifier les résultats du loto, une pratique jugée inacceptable par la moitié du personnel et essentielle par l'autre. Leur manager Jean-Guy Lecoing fit son apparition, glissant à travers les cubicules avec l'aisance d'un requin dans un aquarium. Il était impeccablement vêtu, arborant un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Jean-Guy était un homme qui parlait exclusivement en aphorismes de management et en anglicisme fraîchement importé. Bonjour l'équipe. J'espère que vous êtes tous prêts pour une semaine à SAP. On a des deadlines à respecter et une synergie à maximiser, déclara-t-il, y s'arrêtant près de la machine à café. Hervé leva enfin la tête. Jean-Guy. Je ne savais pas que le lundi matin était une urgence. J'aurais mis un gyrophare sur ma voiture. L'humour, Hervé, l'humour. C'est le lubrifiant des rouages de la productivité, rétorqua Jean-Guy sans se démonter.
Il se tourna vers Jean-Claude, convenant